Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Eh bien, bonjour Geoffrey, bonjour Jean-Phi. Bonjour Geoffrey, bonjour Romain. Salut Romain, salut Jean-Phi. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, c'est Geoffrey qui va nous parler d'un bouquin, comme il aime bien faire. Et en fait, il va nous parler du dernier ouvrage. C'est le dernier, c'est ça, Geoffrey? L'avant-dernier. L'avant-dernier de Yuval Harari, qui nous a écrit avant... Harari, pardon, c'est ça? Yuval Noah Harari. Harari, c'est bien ça. C'est l'auteur du très connu Sapiens, qui a bien cartonné. Et aujourd'hui, on va parler de Homo Deus. Eh bien, c'est à toi la parole, Geoffrey. Merci Romain. Alors, donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yuval Noah Harari. C'est une figure intellectuelle que je trouve captivante et relativement influente quand même dans notre époque. À la base, c'est un historien, c'est un professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem et il est également auteur à succès. Donc, Harari a acquis ses lettres de noblesse, notamment à l'université d'Oxford, où il a fait son doctorat et où il a commencé à développer sa passion pour l'histoire et pour la compréhension de l'évolution de l'humanité à travers les siècles. Il est né en 1976, ce qui fait que, grosso modo, il a 47 ans. Un gamin. Je n'aurais pas dévoilé ton côté senior, Romain, mais si tu veux l'afficher... Ok, son premier livre, je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs, merci, qui en ont certainement entendu parler, puisque ça s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui est publié en 2011, et ça a cartonné. Ça a été publié dans le monde entier, il est paru à la base en langue anglaise, il a été traduit en français, il en est même sorti une bande dessinée. Et un audiolivre sur YouTube. Voilà, donc il y a vraiment le choix. Je l'ai lu, c'est génial. Ça reprend toute l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours, grosso modo, en passant par l'émergence de l'agriculture, des empires, les révolutions scientifiques, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est son deuxième livre. C'est Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, qui est sorti en 2015, donc il y a déjà un petit moment. Et il se penche en fait sur les défis, les opportunités qui se présentent à l'humanité à l'ère des avancées technologiques et scientifiques. Et il explore les implications possibles de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie, de la génétique sur notre existence en tant qu'espèce. Ce qui soulève bien évidemment des questions essentielles sur l'avenir de l'humanité et les valeurs que l'on veut défendre ou pas. Voilà, il y a un troisième bouquin qui est sorti en 2018 qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle, où il aborde beaucoup de problèmes contemporains urgents comme le nationalisme, l'intelligence artificielle, le terrorisme, le changement climatique, etc., que j'ai pas encore lu et qui donnera peut-être lieu à un autre podcast. Il fait également beaucoup de conférences, il est passé plusieurs fois sur TED, et il a aussi fait une conférence que j'ai trouvée surprenante de plus de 2 heures avec Nathalie Portman. Et pourquoi Nathalie Portman? Parce qu'on la connaît peut-être moins bien pour ça. D'abord, ils sont donc tous les deux d'origine israélienne. Elle aussi est née là-bas. Elle a étudié à Harvard. Et en fait, Nathalie Portman, elle est quand même bardée de diplômes, ce qui est pas forcément connu. Et c'est d'être très belle et d'être une très bonne comédienne. Mais absolument. Et elle est très engagée, notamment sur la cause animale, environnementale, MeToo, féminisme, etc. Donc, conférence surprenante que je vous invite chaleureusement à regarder. Je crois qu'elle est disponible sur YouTube. Voilà. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Harari, c'est vraiment, en plus de sa maîtrise de l'histoire de manière factuelle, c'est que finalement, il nous invite à revisiter nos propres croyances. Il pose des questions qui fâchent. Donc, soyons clairs, c'est un livre qui est engagé et engageant. Et donc polémique ou... Potentiellement polémique. En tout cas, moi, et c'est pour ça que je voulais en parler ici, c'est parce que moi, ça m'a vraiment amené à reconsidérer certaines choses et à regarder certains éléments de notre espèce, l'humanité, l'Homo sapiens, sous un angle un peu différent. Et j'aime bien comme ça les bouquins qui font évoluer, les bouquins et les gens qui font évoluer nos croyances, qu'elles soient limitantes ou pas, mais en tout cas qui nous amènent à nous poser des questions. Voilà, donc pas forcément évident. Voilà, donc le bouquin sort en 2015, donc il faut quand même noter 2 petits points non négligeables. C'est que c'est avant la pandémie de Covid 2019 et c'est avant le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est important par rapport aux thèmes qui vont être abordés dans le bouquin.
dans son livre, Harari démarre en posant qu'aujourd'hui, et en particulier au cours des derniers siècles, les humains, Homo sapiens, ont conquis les plus grands ennemis. Donc, plus grands ennemis de l'humanité, c'est la famine, c'est les épidémies, c'est la guerre. Et finalement, depuis quelques centaines d'années, on est largement l'espèce dominante sur la planète. Il nous reste des moustiques quand même. Hein. Oui. C'est possible. Ah, mais c'est ce qui tue le plus. Eh ben, les moustiques, je suis sûr qu'on va y venir et qu'on trouvera des solutions. Il donne des exemples comme dans l'Égypte antique ou l'Inde médiévale où finalement les grandes sécheresses pouvaient décimer de 5 à 10% de la population, les 2 guerres mondiales qui ont tué plus de 100 millions de personnes et par exemple la grippe espagnole qui a éliminé environ un tiers de la population mondiale. Voilà. Aujourd'hui, on a vu que lorsque le Covid est arrivé, ça il n'en parle pas dans le bouquin puisque le Covid c'est après le livre, mais lorsque le Covid est arrivé, les différentes sociétés ont fait des choix très différents du choix ou de ce qui s'est passé lors de la grippe espagnole ou de la grande peste noire. À cette époque-là, et notre historien préféré pourra confirmer, à cette époque-là, on n'avait pas le choix, fallait aller bosser, fallait aller gagner son pain, fallait aller s'occuper des champs. Donc finalement, la vie a continué comme de normal, alors que notre société aujourd'hui a dit on protège la vie, on fait un choix éthique différent, et on laisse les gens chez eux, et du coup, les gens vont arrêter de travailler ou vont travailler différemment. Petite incise peut-être. Effectivement, pendant la grande peste noire, donc du XIVe siècle, certainement qu'il n'y avait pas beaucoup de structures qui permettaient de ne pas aller bosser. Le confinement était quand même quelque chose qui a été proposé. On n'a éventuellement pas le droit de rentrer dans les villes quand on venait d'ailleurs, ou plus le droit d'en sortir. Par contre, pendant la grippe espagnole, il y a tout un tas de questions qui se sont posées. Des questions sur le masque. Est-ce qu'il fallait confiner ? C'est Alain Boer qui a revisité toute la littérature, une partie de la littérature qui avait été faite à ce moment-là, pendant cette crise, et sa conclusion, c'est qu'on aurait bien fait de s'en inspirer, parce que toutes les questions avaient été posées pendant la grippe espagnole. Voilà de quoi aller piocher dans l'histoire des réponses aux situations d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, et donc ce que Harari dit, c'est que même si aujourd'hui, bien sûr, il y a encore des millions de personnes qui souffrent de la faim, de la malnutrition, il y en a assez peu qui meurent réellement de faim. Et puis, il y a des maladies comme le SRAS, comme Ebola, comme le sida, qui sont quand même relativement maîtrisées. Et au moment où il écrit le livre en 2015, il n'y a pas tellement de guerre, en tout cas pas proche. Et notre relation à la guerre est un peu différente, même si elle a évolué aujourd'hui avec l'Ukraine et la Russie. Ouais, là, incise encore, je suis pas tout à fait d'accord avec Hariri. S'il y a bien eu 2 siècles épouvantables au niveau de la guerre et avec des guerres extrêmement meurtrières, c'est bien le 20e et le 21e siècle. Il y a un numéro de le dessous des cartes sur toutes les guerres oubliées. Croyez-moi, il y en a beaucoup et elles sont très meurtrières. Donc, petit bémol. Ok, donc ce qui soutient, c'est que finalement, malgré toutes ces guerres et tous ces problèmes, on meurt plus aujourd'hui d'obésité que de famine, on meurt plus de vieillesse que de maladies infectieuses et on meurt plus de suicides que de guerre, grosso modo. Et si on a abattu tous nos plus gros ennemis dans ce 20e siècle, la famine, les guerres, les pestes, etc., on va se retrouver dans un monde qui est plus sain, plus prospère, plus harmonieux, en tout cas c'est ce vers quoi on tend et on espère. Mais du coup, qu'est-ce qui va retenir notre attention ? Sur quoi les humains vont porter leur focus ? Qu'est-ce qu'ils vont chercher à développer dans cette société qui va finalement de mieux en mieux ? Voilà. Et c'est là un peu la question qu'il pose. Alors, pour répondre à ça, il le partage en 2 éléments. On peut l'approcher de 2 manières. Et c'est un petit peu ce que je vous propose de faire aujourd'hui. C'est une première partie sur comment les humains ont conquis le monde, parce qu'il faut comprendre ça pour pouvoir répondre à la 2e partie, vers quel futur les humains se dirigent en tant qu'espèce. Alors, on pourrait à ce moment-là se poser la question, mais quel rapport avec notre thème de prédilection de productif et serein ? Ça m'a effleuré l'esprit. Et justement, comme vous êtes là, je me suis dit, je vais quand même préparer une réponse à ce point-là. Et en fait, on cherche plus de productivité, on cherche d'être plus serein, plus détendu, et on peut imaginer que l'intelligence artificielle va nous aider dans ce domaine, va nous permettre de développer notre rapidité, notre productivité. On voit déjà qu'il y a des tas de choses en niveau boulot qu'on peut faire avec des moteurs comme ChatGPT ou autres. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, en quoi l'intelligence artificielle va-t-elle impacter notre productivité, notre bien-être ? Il faut comprendre un petit peu comment est-ce que l'humain et l'homo sapiens s'est installé en tant qu'espèce dominante sur la planète pour pouvoir répondre à la suite.
Donc, je vous confirme, il y a bien un lien, mais teasing et suspense à découvrir dans la deuxième partie. Ok. Alors, donc Harari démarre sur le fait que finalement l'Homo sapiens c'est vraiment la première espèce à avoir modifié à elle seule l'écologie mondiale en 4 milliards d'années, depuis l'apparition de la vie sur Terre. L'apparition des premiers Homo sapiens, ça a finalement rapidement conduit à l'extinction des autres espèces coexistantes, comme l'Homo erectus et l'Homo neanderthalensis, ou en français plutôt connu sous l'homme de Néandertal. Aujourd'hui, 90% des grands animaux dans le monde sont soit des humains, soit des animaux domestiques. Il prend pour exemple 200 000 loups sauvages contre 400 millions de chiens domestiques, 900 000 buffles d'Afrique contre 1,5 milliard de vaches domestiques. Voilà. Donc je pense que l'assise de l'humain comme espèce dominante n'est pas vraiment à faire, mais s'il y avait besoin, il clarifie les choses. Et finalement, il explique qu'au fil du temps, nos croyances, nos idéologies en relation avec les êtres vivants ont évolué. Par exemple, quand on était des chasseurs-cueilleurs, la religion la plus probable, c'était l'animisme. C'est-à-dire que les premiers ancêtres, les premiers Homo sapiens, considéraient que les humains, les animaux, les plantes, les rivières, etc., faisaient partie intégrante de l'écosystème et du paysage. Et puis est arrivée la révolution agricole. Et avec la révolution agricole, la religion a évolué vers le théisme. Donc les théistes soutiennent que les dieux ont créé l'univers et ont favorisé les humains par rapport aux autres espèces. On a commencé à prendre la grosse tête, grosso modo. On était supérieur aux autres espèces du vivant. Les animaux ont été domestiqués. Ils ont été offerts en sacrifice en échange de bénédictions. Si tu me sacrifies 10 chèvres, alors tu auras une bonne récolte, etc., etc. Et puis, il y a même eu l'instauration des différentes classes d'humains. Donc, certaines classes disaient, comme en Égypte, par exemple, en Égypte antique ou la Chine médiévale, où il y avait des classes d'humains qui pouvaient être supérieures et des classes d'humains qui étaient inférieures, qu'on a réduit en esclavage, voire torturés, etc. On en continue à avancer dans le temps. On arrive à la révolution scientifique, circa 1500-1700, jusqu'en 1700. Et là, c'est l'humanisme qui, petit à petit, a pris le dessus. Donc, plus l'humanité et plus les humains ont développé des compréhensions de la chimie, de la biologie, de la physique, plus finalement les dieux, ou le dieu pour les religions monothéistes, étaient écartés de l'image. Parce que finalement, on peut se soigner, on comprend mieux les choses, on améliore les cultures, on prévoit la météo, on sait qu'un éclair, c'est pas Zeus qui fait la gueule, c'est simplement un fait météorologique, scientifique qu'on est en capacité d'expliquer. Donc, grâce à la science, aux antibiotiques, finalement, on peut élever des milliers de vaches, des poulets, des cochons, éventuellement choisir de les entasser dans des espaces exigus, sans forcément que ça déclenche des épidémies. Et on pourrait imaginer qu'aux yeux des autres animaux, les humains peuvent être considérés comme des dieux, finalement. Ouais, alors il y a quand même un truc là. Je sens que ça dérange. Non, pas ça fait du poil à gratter chez Jean-Philippe. Non. Simplement, cette révolution scientifique et puis l'humanisme qui en découle. D'abord, l'humanisme, c'est quelque chose complètement lié à la religion chrétienne. C'est donc la dimension humaine de Jésus qui a inspiré et plus tard la science. Et surtout, c'est très occidentalo-centré, cette histoire-là. Parce que je suis pas sûr que dans d'autres grandes civilisations, et très grandes civilisations, c'est soit exactement ce processus-là qui soit déroulé. Mais enfin, mettons qu'en tout cas, pour nous, en Occident, ce soit ça. Se fair play, je prends. Et donc, ce que Harari pose, c'est qu'avec l'arrivée en masse de la technologie, de l'intelligence artificielle, etc., c'est un peu comme si une nouvelle ère était en train de s'ouvrir. Et on pourrait l'appeler l'ère de l'Homo Deus, qui viendra remplacer l'Homo sapiens, et dont la religion pourrait être le technoïsme. Voilà, donc maîtrise des famines, maîtrise des épidémies, maîtrise des guerres, etc. Finalement, les humains, potentiellement, chercheront à atteindre la jeunesse éternelle et le bonheur. Et ça, c'est intéressant parce que ça rejoint beaucoup de tendances de ce qu'on voit aujourd'hui dans la partie alimentation, où les personnes cherchent à s'alimenter de manière différente. On voit beaucoup d'arrivée du bonheur au travail. Est-ce que les entreprises ont à se mêler de la question de la quête du bonheur ou pas, etc., etc. Donc, c'est vraiment une grosse évolution. Et lui, il dit, mais ça va aller bien au-delà de simplement la philosophie, la théorie, la religion. On va vraiment avancer vers une évolution de l'espèce avec une nouvelle ère. Alors finalement,
qu'est-ce que les Homo sapiens, qui est-ce qu'on est réellement en tant qu'humain? Eh ben, en tant qu'humain, on veut croire qu'on est spéciaux, que nous sommes les élus et qu'on a des âmes éternelles ou éventuellement une conscience, alors que les animaux n'ont ni l'un ni l'autre. La plupart des religions monothéistes soutiennent que les humains ont des âmes éternelles et lorsqu'on meurt, eh ben, nos âmes passent à la salvation ou à la damnation. Mais ce que Harari pointe ici, c'est qu'il n'y a aucun moyen de prouver ce point-là. La science est absolument incapable d'évaluer si oui ou non. Alors, il y a un révolutionnaire qui s'appelle Cabanis qui disait à la Convention je croirai en l'existence de l'âme quand je la tiendrai au bout de mon bistouri. Voilà une bonne méthode d'évaluer. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Donc, il est très scientifique sur ce point-là. Je trouve ça assez intéressant et intelligent. Et finalement, il apprend, donc, si on ne va pas regarder la notion de l'âme, on va regarder la notion de la conscience. Donc, il regarde la notion de la conscience et il dit, quand il analyse ce point-là, la conscience, c'est quoi? C'est on est en capacité de percevoir des expériences subjectives, y compris les sensations, les désirs, et de les combiner pour former un flux de conscience, pour ressentir des sentiments tels que je me sens submergé ou je me sens comblé. Et pour le coup, la conscience, c'est quelque chose qui est prouvé en tant que phénomène réel. Lorsqu'un événement se produit, le corps produit des électrons, des réponses biochimiques pour nous donner des sensations, des désirs. Donc, si on examine le cerveau, les scientifiques peuvent dire si quelqu'un est éveillé ou endormi, s'il a peur ou s'il est en colère. On peut même différencier les neurones cérébraux associés à différentes idées. Donc là, on a bien une base scientifique de preuve de la conscience, de l'existence d'une conscience chez les humains, dans un premier temps. Et finalement, jusqu'en 2016, même si lorsque le bouquin a été publié, 2015-2016, OK, on a en capacité d'identifier ces éléments-là, mais on n'est absolument pas capable aujourd'hui de comprendre comment elle se forme, cette conscience. Qu'est-ce qui est à l'origine de la conscience? Donc, finalement, si on ne sait pas comment elle se forme, on peut tout à fait supposer que les animaux ou des êtres inorganiques comme les ordinateurs, pourquoi est-ce que demain, ou les animaux en l'occurrence déjà aujourd'hui, ne sont pas conscients? Et si on creuse, et là il commence à être un peu engageant, si on creuse dans la notion des animaux, finalement, il y a des animaux tels que les singes, les chiens, démontrent déjà certaines formes d'intelligence et de conscience. Il y a des rats de laboratoire qui étaient perturbés lorsque d'autres rats étaient captifs et ils ont trouvé des manières de les libérer. Il y a un chimpanzé dans un zoo suédois qui avait différentes stratégies pour cacher des objets que derrière il balançait sur les visiteurs. Je trouve ça assez génial, assez marrant. Alors pas pour le pauvre singe qui était enfermé, mais quelque part l'action est assez engageante. Et ça va même plus loin parce qu'il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande et le Canada qui ont officiellement reconnu des animaux comme des êtres doués de sensibilité. Donc, bien évidemment, on peut imaginer qu'il y ait d'autres pays qui suivent dans leurs traces avec tous les impacts que ça puisse avoir par la suite. La France l'a fait. Très bien. Oui. Voilà. L'information que j'ai cherchée, que je n'avais pas trouvée, suffisait que je la demande à Jean-Philippe. Alors, est-ce que des êtres inorganiques tels que des ordinateurs et des robots peuvent devenir suffisamment sophistiqués pour avoir une conscience? La notion de conscience, elle est souvent reliée à ce qu'on appelle le test de Turing. Et le test de Turing nous dit que si je parle simultanément avec un ordinateur et un être humain, et que je ne suis pas en capacité de distinguer lequel est lequel, alors il n'y a pas de raison que l'ordinateur ne soit pas un esprit. Oh, je sens que je vais avoir un tacle de Jean-Philippe. C'est ce qui m'arrive parfois, de cette impression en parlant en romain. C'est-à-dire qu'il est ordinateur ou... À la fois, c'est ça, oui, potentiellement. Voilà, donc si je peux pas faire la différence entre les deux, c'est effectivement que pourquoi est-ce que l'ordinateur n'aurait pas une conscience? Il y a même eu des cas dans des chatbots, des supports de sites web où les chatbots automatisés, donc des robots, se sont fait passer pour des humains. Ça a été fait également dans des tests de labo et les humains ne sont pas forcément en capacité aujourd'hui d'identifier la différence entre l'intelligence artificielle du chatbot et, pour les plus évolués bien sûr, et des réponses humaines. Voilà, donc finalement, ce que Harari reprend comme élément scientifique là-dessus, c'est dire qu'on réagit avec un certain nombre d'algorithmes. Et quand il fait toute son historique de d'où vient l'espèce humaine, etc., c'est pour en arriver à cette conclusion-là, sur cette première partie, c'est qu'il dit
tous les organismes sur la planète, tous les organismes vivants, y compris les humains, sont dirigés par un certain nombre d'algorithmes. Et on utilise ces algorithmes comme un ensemble de méthodes pour effectuer des calculs, résoudre des problèmes, prendre des décisions. Alors, algorithme, selon le Robert, le dictionnaire Le Robert, c'est ensemble des règles opératoires propres à un calcul. Suite de règles formelles. Et selon le Wikipédia, c'est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations permettant de résoudre une certaine classe de problèmes. Et finalement, quand on regarde nos cerveaux prennent rapidement des décisions quotidiennes en utilisant des algorithmes complexes qui combinent une analyse de notre environnement, de nos expériences passées, de nos motivations, etc., etc. C'est ainsi finalement qu'on évalue si on peut traverser la route, oui ou non. Et beaucoup de ces algorithmes sont tissés dans notre patrimoine génétique depuis des millions d'années d'évolution. Par exemple, les mammifères sont conçus pour prendre soin de leur progéniture. C'est pas forcément un choix, ou peut-être qu'aujourd'hui on peut l'avoir en tant que choix parce que on a cette notion de conscience et de réflexion, mais à la base, dans notre génétique, dans notre ADN, on est programmé pour prendre soin de nos enfants, en tout cas en théorie. Voilà. Et les enfants se lient intuitivement avec les adultes. On sait par exemple, les études sociologiques montrent que les enfants qui grandissent dans des familles aimantes et sécurisées ont plus de chances de devenir des adultes confiants, sûrs d'eux, etc. À l'inverse, des bébés singes qui ont été séparés de leur mère se sont attachés à des objets doux et moelleux comme des poupées, des couvertures. Et les singes qui manquaient d'affection sont devenus des adultes dysfonctionnels. Voilà. Aussi cette expérience horrible faite En Roumanie. au XVIIIe siècle, il me semble bien, par un prince allemand, je ne sais plus lequel, où il y avait dans 2 chambres différentes des enfants à qui on donnait des soins, donc des bébés, et dans une autre où on donnait pas du tout de soins. À l'époque, on pensait que les bébés n'avaient pas de conscience. Donc voilà. Et sans chaleur, sans... Simplement, on les alimentait, on leur donnait ce qui était Exactement. nécessaire pour survivre. Tout à fait. Et si il n'y avait pas de contact et d'amour, quoi, ils sont morts, ces enfants-là. C'est horrible, mais effectivement, Ça fait avancer la science. il n'y a pas que... Il est horrible. Il y a vraiment pas que la notion biologique C'est ça. et physiologique, technique, absolument. Il y a aussi la notion D'affection. d'affection, de relation, etc. Et il donne des exemples que je trouve intéressants dans le bouquin, amusants. Par exemple, les sangliers sont des mammifères intelligents, sociaux, qui ont beaucoup besoin de jouer, de se mêler en groupe. Et à l'inverse, les porcs domestiques, on leur laisse pas souvent l'opportunité de jouer, etc. Ils sont souvent élevés dans des cages et dès que la portée arrive, au bout de 2 à 4 semaines, on les enlève pour continuer l'élevage. Là où normalement le cycle naturel est plutôt de 10 à 20 semaines. Voilà, donc warning, ça commence à toucher des sujets qui peuvent bousculer un petit peu. Donc Harari pose que peut-être que les humains sont plus intelligents et plus puissants que les autres animaux, mais est-ce que vraiment ça justifie la façon dont on traite les autres animaux qui sont inférieurs à l'espèce humaine d'aujourd'hui? Et on peut se poser la question que si demain il y avait une espèce supérieure qui débarquait, potentiellement ce qui lui appelle Homo Deus, l'évolution d'une certaine partie des Homo sapiens, est-ce que ça serait normal de traiter des espèces inférieures comme l'Homo sapiens, pour le coup, d'une manière similaire? Donc, on pourrait vraiment se poser la question de s'il y a une évolution de la conscience, est-ce que ça serait acceptable qu'une conscience supérieure traite l'Homo sapiens de la même manière que nous, on traite les animaux? Voilà. Et derrière, il rebondit, une fois qu'il a posé ça, en disant finalement, si les humains ne sont que des algorithmes et qu'on n'est pas en capacité de prouver qu'ils ont des âmes éternelles, du coup, qu'est-ce qui fait qu'on a conquis le monde? Parce que finalement, c'est quand même un point qui est essentiel et que l'humain est quand même néanmoins le maître incontesté des différentes espèces. Alors, finalement, pourquoi est-ce que l'humain est l'espèce dominante? C'est la capacité à imaginer et à créer des histoires, et là je sais que ça va plaire à Jean-Philippe, et à donner du sens qui nous permet de nous organiser de manière différente des autres espèces. On peut regarder par exemple des abeilles ou des fourmis qui travaillent en très très grand nombre, mais elles sont incapables de faire évoluer la structure de leur colonie. C'est programmé dans leur génétique, ça fonctionne comme ça depuis des millénaires, et ça continuera, si tout se passe bien, ça continuera de fonctionner de manière similaire. Elles n'ont pas la
capacité à faire évoluer leur propre manière de fonctionner. Et à l'inverse, d'autres animaux, comme les éléphants ou les chimpanzés, peuvent coopérer de manière extrêmement flexible, mais seulement en petits groupes. C'est-à-dire que des petites communautés, des petits groupes peuvent fonctionner ensemble de manière flexible, mais pas à une grande échelle. Les humains, à l'inverse, ont la double capacité de coopérer de manière flexible et de coopérer en grand nombre. Et comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Parce que finalement, on est la seule espèce capable de créer du sens, d'inventer et de propager des histoires. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jean-Philippe. Oui, ce qui nous différencie réellement, c'est d'avoir un langage complexe, quoi. Exactement. Il y avait cette histoire de confiance aussi. Hein. Là, j'y pense parce que tu mentionnes les éléphants, les groupes de chimpanzés, etc. Nous, on peut monter dans un taxi sans problème et penser que c'est un taxi et qui va nous emmener à un endroit. Et alors qu'on ne fera jamais monter un chimpanzé dans un taxi conduit par un autre chimpanzé qu'il ne connaît pas. Ah bah, je comprends. Hein. Tu m'expliqueras où est-ce que le chimpanzé a eu son permis. Hein. Évidemment. Mais même au-delà de ça, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire, c'est que nous, Bien spontanément, on fait confiance à l'autre être humain pour être en gros ce qu'on attend qu'il soit et ce qu'il prétend être, en tout cas dans la situation. Donc, on peut coopérer avec des gens qui vont se dire, bah moi, je suis médecin, ok, toi, t'es médecin, donc je te file les trucs de médecin. Ouais. Alors que les chimpanzés ou les autres espèces ont besoin de se connaître. Absolument. Pour monter dans le taxi de l'autre chimpanzé, au bout de 10-15 ans... Ils ont besoin de connaître l'individu. C'est ça. Parce qu'il n'a pas confiance dans des règles établies et des normes établies pour l'ensemble de la société. Ouais. Voilà, donc ce qui nous unit finalement, c'est ces normes et ces croyances qui sont partagées. Et c'est ça qui fait qu'on est en capacité de co-construire une réalité et des choses, et en l'occurrence d'être l'espèce dominante sur la planète. Voilà. Mais tout ça, ça vient de l'algorithme. C'est-à-dire qu'on construit nos algorithmes et notre manière de réagir et de répondre en fonction de ces croyances. Ah, vas-y, Romain. Ouais, parce que du coup, algorithme, je veux bien, peut-être, pourquoi pas. Mais enfin, forcément, le terrain, je pense, peut-être vers lequel il va là, en tout cas, qui a l'air de glisser vers ça, c'est que si on n'est que algorithme, forcément, on va se prendre l'IA en pleine tronche. Parce que, enfin, tu vois, si c'est juste une question de domination intellectuelle, algorithmique, de prise de décision, il va pas se passer tant de temps que ça avant que toutes les décisions prises par les IA, en étant sur un domaine purement logique, hein, dépassent forcément celles qu'on va prendre nous. Bah, là, pour l'instant, mais oui, c'est hyper intéressant. C'est exactement ce qu'on verra dans la deuxième partie. Parce que finalement, ce qui dit, c'est que nous, notre algorithme, il est composé de bien plus de choses que juste la capacité à répondre de manière intelligente. Oui ou non, on fait ça ou on fait ça. Notre algorithme, c'est les décisions qu'on prend en fonction de l'humeur, de la motivation, de mon émotion, de ce que j'ai mangé aujourd'hui, de mon ADN, de là où je suis né, des croyances que j'ai, etc. Et effectivement, l'IA va pas forcément avoir l'ensemble de ces éléments-là. Ça va être très, très différent comme manière de fonctionner et comme un algorithme. Et si on regarde les algorithmes qui dirigent le niveau sociétal, bah finalement, c'est un réseau de personnes dirigé par une figure de proue qui met en œuvre une idée plus grande qui donne un sens aux masses. Et c'est ça qui donne le sens l'algorithme au sens de masse, au sens de la société, finalement. Voilà. Mais les algorithmes, ils évoluent. Et ça va exactement dans la direction de ce que tu dis, avec l'IA qui n'aura pas forcément les mêmes algorithmes. Je veux dire, les Égyptiens croyaient que les pharaons et les dieux, si on demandait aux pharaons et qu'on priait très très fort, le pharaon allait soulager les inondations, alors qu'en fait, les vraies solutions venaient des prêtres et des temples et du travail des masses pour résoudre les problèmes, plus que du pharaon. Finalement, le pharaon, c'était une marque extrêmement puissante. Certes, néanmoins, il y a un bouquin qui a été écrit très intéressant qui s'appelle « Les Grecs croyaient-ils dans leurs mythes ?» Et en fait, pas tant que ça. Donc, voilà. Mais bon. Oui, c'est vrai qu'on le voit aussi dans les Romains. Et le mythe n'était pas là pour être une croyance. Hein, ça répondait à une fonction. Je pense que c'est ça le... Oui, absolument. Mais c'est marrant parce que je reviens à cette histoire de confiance, justement. Enfin, tu n'as peut-être pas fini, Geoffrey. Je suis peut-être en train de te torpiller. Il reste encore quelques points avant qu'on conclue sur cette première partie. Mais en fait, ça rejoint tout à fait ce que tu disais un peu plus haut, c'est-à-dire que finalement, la société humaine, elles sont liées par deux types de mythes, deux types de réseaux qui font évoluer nos algorithmes. C'est une réalité objective. Je crois à la loi de la gravité. Ça serait difficile de ne pas y croire. Et la vie serait assez compliquée. Ça, c'est le premier type de mythe et de réalité. Et la deuxième réalité qui est bien plus subjective sont les croyances et les sentiments personnels. C'est ce que tu disais, si je monte dans un taxi, je crois que le taxi va m'amener à destination.
Et on voit bien que quelqu'un qui croit que le taxi est là juste pour les arnaquer va pas avoir la même réponse, va pas monter dans le taxi aussi détendu, va surveiller tous les gestes, etc., etc. Et à savoir et croire. Exactement. Et du coup, il arrive sur la discussion de la science versus la religion. La science, c'est savoir. La science nous donne le pouvoir en utilisant des solutions qui sont basées sur des faits pour produire de la nourriture, guérir des maladies, éventuellement mener des guerres. Mais la science, elle porte pas de jugement éthique. Elle ne peut pas nous dire comment agir. Et jusqu'aujourd'hui, c'est souvent la religion qui a fait ce rôle-là, qui finalement, c'est des règles attribuées à une loi morale plus large, liées ou pas à des dieux. Ça, c'est autre chose. On va dire qu'on pourrait même élargir la religion à la notion de spiritualité, qui me conviendrait mieux à titre personnel. Mais finalement, c'est donner un ordre en fonction de nos valeurs éthiques et d'objectifs complètement subjectifs qui nous donnent des lignes directrices vers ce que nous devons faire. La plupart des récits religieux, selon Harari, dit il y a un jugement éthique, par exemple, la vie humaine est sacrée, et puis il y a des déclarations factuelles, la vie humaine commence au moment de la conception, et puis il y a une fusion entre les deux parties, où là, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, parce que c'est la vie humaine est sacrée et la vie humaine commence à tel moment, que finalement, vous ne devez pas faire d'avortement une fois que vous êtes enceinte, etc. etc. Voilà. Encore une fois, il va des fois assez loin dans certains sujets. Donc, je réitère que ce sont les propos de Harari et pas forcément des propos personnels. Clairement. Des engagements tout à fait, ce genre de propos. Mais voilà, exactement. Voilà. Donc, la science ne peut pas apporter de jugement. La religion apporte des choix stratégiques et éthiques, mais parfois, elle est quand même assez loin de la science, comme notamment pas mal de croyances autour de la manière dont certains livres ont été écrits, comme alors il cite que dans le Lévitique, le Lévitique a été dicté par Dieu à Moïse, et que aucun mot n'a été ajouté ou supprimé depuis, alors que scientifiquement on sait que la Bible c'est une collection de textes rédigés par différents auteurs, et donc la science et la religion, au lieu de les mettre en opposition finalement, il dit qu'ils doivent coexister, parce que c'est la coexistence des deux qui va faire que ça va être pertinent et que ça va fonctionner et que l'ensemble de l'humanité va avoir une certaine forme de cohésion. Voilà, donc ça, c'est la fin de cette première partie. Et il faut passer par là pour comprendre ce que Harari propose dans le deuxième volet, tout ça à l'intérieur de son seul et unique livre Homo Deus, dans lequel, effectivement, on verra dans un deuxième épisode comment est-ce qu'il explore le futur de l'humanité, l'évolution de l'Homo sapiens vers l'Homo Deus, qu'est-ce qui fait que nos algorithmes vont façonner les algorithmes des intelligences artificielles, comment est-ce qu'on va fonctionner avec tout ça. Il parle également des humains augmentés, le transhumanisme, et pour pouvoir comprendre tous ces éléments-là et les potentielles évolutions de l'humanité, il fallait qu'on puisse faire un petit récapitulatif de tout ça. Un gros teasing finalement, 35 minutes d'un gros teasing vers un deuxième épisode qui arrivera incessamment sous peu sur quelle est l'évolution de l'espèce selon Harari et comment ça va faire évoluer notre productivité et notre sérénité. Moi, ça m'évoque quand même deux petites choses avant de terminer. Allez, vas-y. La première, c'est que c'est un des avantages que je vois à la science. Alors, très personnellement, religion, je suis pas forcément fan. Par contre, spiritualité, je peux être assez fan. Mais ce que j'aime bien dans la science, c'est que l'idée de la science, c'est qu'elle est toujours remettable en question. C'est pas ça le français, mais tu vois, on peut la remettre en question. C'est-à-dire que la théorie est vraie tant qu'elle n'est pas prouvée fausse. Mais dès qu'elle est prouvée fausse, on va en crafter une autre jusqu'au moment où, etc., etc. Donc la chose évolue. C'est-à-dire que scientifiquement, les choses sont pas forcément établies. Et même le vrai regard scientifique, c'est celui qui est capable de se dire, là, on s'est gouré, ou là, tiens, j'ai trouvé un contre-exemple, donc ça veut dire que le machin est faux, donc etc. Je pose un postulat et je vais tout faire pour le démontrer ou pour, à l'inverse, prouver qu'il est faux, etc. Et je fais évoluer mon postulat. Et alors, donc, je viens parce que justement, sur les histoires d'humanité, j'ai découvert il n'y a pas longtemps l'existence d'un site qui s'appelle Göbekli Tepe en Turquie. Alors, me demandez pas de l'écrire parce que déjà, j'ai du mal à le dire, mais c'est Göbekli Tepe. Et en fait, c'est un endroit où on a trouvé des espèces de mégalithes qui ont été faits par des gens, mais d'un niveau... Donc, l'endroit a été daté en gros à moins 10 000. Et c'est juste impossible, avec ce qu'on pensait de l'espèce humaine à cette époque-là, qu'ils aient pu construire ça. C'est-à-dire qu'on est encore bien avant les pyramides.
C'est-à-dire que normalement, c'était que des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des gens qui se promènent et puis qui font pas grand-chose avec 3 silex, peut-être ils font un feu, etc. Mais les gars n'étaient pas capables de construire ce truc-là où il y a une dizaine de statues, c'est vraiment les trucs debout, où en plus normalement on se caillait pas mal et on voit que les gens sont représentés en pagne. Donc c'est assez rigolo, quoi. Il y a des trucs comme ça où ça pose question. Ouais, donc sur ce qu'on sait et ce qu'on découvre, et finalement on est en train de se dire, mais juste on pensait que c'était pas possible, on a la preuve que, en tout cas c'est arrivé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Donc j'aime bien parce que ça pose des questions, etc. Et sinon, c'était une anecdote sur ChatGPT, puisqu'on en a parlé pas mal, où moi je sais que quand j'avais testé ChatGPT, au début, j'étais assez bluffé par le truc, et puis je lui avais demandé de faire deux, trois textes avec des sources et tout. Et premier truc, je me suis dit, oh, c'est vachement bien, c'est vraiment super. Et puis je commençais à vérifier les sources, elles étaient toutes bidons. Ouais, pas une source était juste. Mais pourtant, c'était vraiment très bien présenté. Et j'ai lu là, pas plus tard que ce matin, sur LinkedIn, un avocat new-yorkais, je crois, ou en tout cas américain, qui s'est fait retoquer parce qu'il a fait faire, en gros, sa plaidoirie, je la résume, par ChatGPT, avec tout un tas de sources qui sont toutes fausses. Aucune jurisprudence citée par ChatGPT était juste. Ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que ChatGPT s'est dit, bon, alors c'est comme ça qu'on fait une plaidoirie, en gros. Il y a un moment, je dois balancer de la source, et vu le thème, il faudrait que je trouve des sources qui ressemblent à ça. Mais elle n'existe pas, la source. Mais en fait, vas-y, je te laisse terminer. C'est qu'on parlait de confiance tout à l'heure, et le mec, pour sa défense, a dit, je ne pensais pas que l'algorithme pouvait inventer des trucs. Je pensais pas qu'il pouvait me donner une source fausse. En gros, il avait confiance dans le fait que, forcément, si l'algo lui donnait un truc comme il a été entraîné sur toutes les données du web ou je sais pas quoi, forcément, c'était juste. Ouais, en fait, ChatGPT, ce que j'ai lu, fait des liens, en fait, avec les éléments. Donc, par exemple, à un moment, il a dit que Elon Musk était mort. Parce que était mort en, je sais plus, 2009 ou 2015, enfin, peu importe. Parce qu'il avait reçu l'information qu'il y avait eu un mort dans un accident d'une Tesla, que Elon Musk est président de Tesla, et il en a déduit que Elon Musk était dans la Tesla et que Elon Musk était mort. Ou je sais qu'il y a eu également un cas plus grave, en l'occurrence, de quelqu'un qui a été accusé de harcèlement sexuel. Et c'est ChatGPT qui a fait des erreurs de confusion d'informations qui sont sorties dans les journaux, alors que cette personne n'avait absolument pas été accusée de harcèlement sexuel. Donc, on peut vraiment se poser la question à quelle vitesse les choses vont aller, parce que lorsqu'on lit et que ChatGPT nous donne des sources que certainement, dans sa manière de fonctionner, sont censées être fiables, vu la validité, le volume d'informations que ChatGPT peut sortir et la rapidité à laquelle ça sort, comment est-ce que nous, on va être capable, en tant qu'humains, d'intégrer ces éléments et de les contredire, parce qu'on n'a pas le même volume de puissance. Donc là, il faut se trouver. Allez, s'il vous cite une source, déjà, c'est une faille possible. C'est qu'il l'invente. C'est-à-dire que sciemment, il va te mettre un truc qui n'existe pas. Enfin, bref, voilà. Donc, écoutez, merci toutes et à tous. Merci. Et puis, on se retrouve donc pour le prochain épisode, et donc la suite de ça, et donc le rapport de tout ça avec le fait d'être plus productif, plus serein. Homo Deus part 2 à venir. Yes. Merci à tous. Merci. Au revoir. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.